la question c'est sur les problèmes de kystes bénins dans les seins suite à un allaitement, parfois douloureux en fonction du cycle. Y a-t-il un moyen de les réduire, voire de les faire disparaître de manière naturelle? Et puis il y a d'autres questions, et puis je les prendrai, mais déjà je vais prendre celle-ci, parce qu'il y a pas mal à dire. Donc les kystes au sein. Donc ça peut venir déjà de plusieurs choses. C'est jamais, on va dire, une seule implication. La plupart du temps, c'est une implication hormonale, c'est-à-dire il y a un règlement, dérèglement hormonal, une modification hormonale pendant la grossesse et pendant l'allaitement qui va provoquer des modifications. Ça peut être la thyroïde, ça peut être les surrénales. Ça va être des changements hormonaux qui vont concerner l'œstrogène, le taux d'œstrogène et la prolactine. Et donc ça peut favoriser les kystes, la formation de kystes qui vont se remplir de liquide. Va y avoir aussi, si on parle d'allaitement, le fait de bloquer les canaux lactifères, ça va créer des engorgements là aussi. Et puis, on va former, on va dire, une rétention de liquide. Ça va être derrière le mamelon en général. Et puis, il y a post-allaitement le fait qu'il y ait un arrêt, puis que toutes les structures mammaires qui produisaient du lait s'arrêtent. Et puis, il y a une réorganisation de la fonction qui s'atrophie. Et puis, ça peut générer des petits kystes. Et puis, bien sûr, il y a toujours le phénomène qu'on va voir, ça va être tout le long de cette heure et demie, parce que c'est un peu ça le fil conducteur. L'inflammation globale, donc c'est-à-dire de surstimuler le sein, c'est-à-dire par exemple un bébé qui demande beaucoup à boire, voire des jumeaux, voire des triplés, ou alors s'il demande normalement à boire mais que il a une succion inadaptée ou peut-être un frein de lèvres ou un frein de langue, et il suce beaucoup plus, et puis ça peut causer des légères inflammations qui derrière vont générer des kystes. Donc ça c'est un peu toutes les causes. Il y a aussi la cause psycho-émotionnelle. Moi j'en parle souvent des mamans qui ont la culpabilité de pas assez ou de pas allaiter. Ça arrive, j'ai vu, et puis je le constate parce que quand les mamans font un travail psycho-émotionnel, on voit une réduction. Ça, c'est les mamans qui me le rapportent, donc je constate, c'est pas scientifique, mais c'est les mamans qui me l'ont dit beaucoup. En tout cas, de ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas inhabituel, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut, c'est surveiller. Donc, si on part du principe qu'il y a une modification hormonale ou, on va dire, une surstimulation des canaux ou une inflammation, on va pouvoir agir dessus. Si c'est hormonal, là, c'est qu'on viendra de travailler sur l'ensemble du système endocrinien pour réguler. Ça va passer beaucoup par l'alimentation riche en acides gras oméga 3, beaucoup de minéraux, du zinc, et puis une alimentation très alcaline basée par des jus de légumes et puis beaucoup de fruits et légumes. Faire attention aux aliments cuits et aux aliments ultra transformés. Ça nous ramène aussi à une alimentation anti-inflammatoire, ce qui est une cause majeure pour, on va dire, désengorger le sein. Il y a une chose aussi qu'il faut faire attention, les femmes sont généralement mal informées par rapport à ça, mais il y a quand même eu des études qui le documentent, c'est le fait d'avoir des seins comprimés dans des soutiens-gorge trop serrés ou qui remontent trop et où il y a moins de circulation, il y a moins de ballottement au niveau du sein, donc qui dit moins de mouvement, dit moins de circulation, notamment au niveau des réseaux lymphatiques, donc moins de désengorgement. Donc il peut y avoir la technique pour remettre du mouvement, d'être le plus soit les seins libres, soit soutenus par des soutiens-gorge mais sans renforcement qui remontent les seins trop haut, soit le fait d'aller masser, on va dire, de remonter, de faire des massages très doux, vraiment cutanés, pour favoriser on va dire la circulation de la lymphe. Ça peut être aussi avec des huiles, qui au caillé gratteron ou au plantain qui activent la circulation lymphatique. Et puis ça peut être aussi des impositions d'emplâtres, des emplâtres d'argile, mais également des emplâtres d'huile de ricin qui ont un très bon effet global sur les kystes, qu'ils soient sur les seins ou ailleurs.
fait de mettre de l'huile de ricin, vous allez attirer des globules blancs, et puis tout ce qui va être facteur inflammatoire va s'en trouver drainé. Donc ça, ce sont des méthodes à la fois internes, donc par l'alimentation et la détox, mais externes, à travers le fait de remettre du mouvement. Une chose aussi qu'il faut faire rentrer dans l'algorithme de tout ça, c'est les examens mammaires, hein, notamment détection, surveillance cancer du sein, où il y a une compression forte des seins, et donc ça peut amener des lésions et des exacerbations des kystes. Donc il y a un facteur prudence à prendre en compte. Et ben déjà, c'est d'en parler à la personne qui va faire on va dire la surveillance au niveau radiologique. Et puis peut-être d'être vigilant, demander au médecin s'il est possible de déporter on va dire le rendez-vous d'analyse, pour ne pas, on va dire, accélérer les lésions et endommager plus gravement les kystes qui sont déjà dans une zone, on va dire, très, très fragile. Donc si c'est bénin, il n'y a pas besoin comme son nom l'indique, d'aller chercher l'ablation directement. Ça peut stresser le corps et les tissus et les cellules qui sont environnantes. Simplement peut-être d'aller dans un mouvement d'apaisement et de circulation. Le kyste, l'enquistement, ça montre la stase, la stagnation, et donc c'est de remettre du mouvement par les procédés que j'ai décrits. Et il n'y a pas de raison pour que ça, on va dire, ça perdure. Il peut y avoir derrière on va dire une prolifération, un grossissement des kystes. Là, c'est souvent parce que l'hygiène de vie n'a pas bougé, voire a été empirée. C'est souvent au niveau alimentaire, donc regardez l'alcool, regardez la cigarette, regardez l'hydratation, et regardez vraiment l'alimentation pro-inflammatoire. C'est très, très généralement ça, en dehors du facteur que j'ai décrit de non-lactation ou de surlactation, ou d'arrêt de lactation qui va mettre un petit peu le corps en balance, mais c'est tout à fait temporaire. Donc voilà, je vois que Hélène qui a posé la question n'était pas là, mais si elle veut répondre derrière, ça sera le bienvenu. Par contre, je vais enchaîner avec une question de Sandrine, qui elle est là. Et donc là, ça touche, vous verrez pourquoi je l'ai regroupé, sur le fait d'avoir un fibroadénome au niveau des seins et des fibromes utérins, qu'ils soient hémorragiques ou non. Donc vous voyez bien que là, on est encore une fois sur quelque chose de bénin. Cette fois-ci, c'est pas un kyste, mais c'est sur une tumeur bénigne, généralement chez les jeunes femmes. Et on observe, généralement c'est sous observation, palpation, pareil, imagerie médicale. Le contrôle souvent, c'est jusqu'à 2, 3, 4, voire 5 cm. Et puis, on estime que ça peut être le fruit de plusieurs choses. Toujours pareil, hein, je suis désolé d'insister là-dessus, mais les examens de prévention de cancer du sein peuvent être amenés à déclencher des fibroadénomes. Donc, tout le monde ne réagit pas pareil à ces lésions-là, parce que ça provoque des lésions, l'examen. C'est toujours pareil, le bénéfice-risque. Si on a un terrain à risque, c'est de le faire. À quelle fréquence? C'est toujours à doser. Il faut bien échanger avec son gynéco, son médecin généraliste, parce que c'est pas unilatéral. Il y a quand même pas mal de polémiques par rapport à ça. Et donc, le sein est quand même globalement maltraité. Je dirais que jamais dans le quotidien, un sein est aussi maltraité que pendant un examen de prévention et de détection de dysfonctionnement, on va dire tissulaire, que ce soit kyste, et surtout fibroadénome et tumeur bénigne. Alors, il y a généralement, c'est surprésence, surproduction d'œstrogènes au niveau de l'organisme, et donc il y a un traitement progestatif, mais vous avez vu peut-être dans l'actualité très récente, la NSM qui montre que les pilules progestatives déclenchent des problématiques de santé. Donc je dirais que jouer aux apprentis sorciers avec les hormones, c'est quand même pas bienvenu. Je ne suis pas médecin pour le dire, mais là on se rend compte qu'il y a quand même un problème de fond
avec le fait de mettre des perturbateurs endocriniens dans le corps des humains et à plus forte raison des femmes. Alors, généralement, ce qui est fait, c'est des ablations. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des ablations par opération, et puis tout ce qui est cryothérapie, donc c'est-à-dire thérapie par le foie ou radiofréquence. Alors, toujours pareil, c'est ce qui est constaté en cancérologie, mais d'un point de vue critique, hein, c'est que c'est des tentatives de curetage en définitive. Si ces curetages-là ne sont pas larges, s'il reste un tout petit peu d'amas de cellules fibrosées, tuméfiées, elles vont avoir une grande résistance, elles vont être stressées et donc elles vont être amenées à proliférer, voire hyperproliférer. Donc pareil, un bénéfice risque derrière. Évidemment, dans une approche comme on essaye d'avoir tous les mois, on essaierait d'aller vers l'amélioration de l'hygiène de vie. Donc toujours pareil, hein, tout ce qui est xénostrogène, donc présence d'oxygène extérieur, et ben réduction à tout ce qui va concerner les emballages plastiques, les contenants alimentaires plastiques. À plus forte raison si il y a des contenants avec du gras, parce que il y a un tropisme des toxines vers le gras, et donc il va y avoir migration de ces particules-là vers le gras qu'on va ingérer. Donc ça peut être les gourdes, ça peut être les verres et gobelets en plastique, ça peut être les tupperwares, ça peut être les barquettes d'aliments industriels, et cetera, et cetera, et cetera. À plus forte raison si c'est chauffé ou stocké longtemps et avec du gras. Ou alors des choses abrasives et qui sont par exemple acides, avec de la présence de vinaigre ou de citron, qui vont éroder la structure plastique et faire migrer ces microparticules-là. Il va y avoir également les pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens, et puis surtout chez les femmes, on le constate, la grande présence d'œstrogènes, de perturbateurs endocriniens dans les produits phytocosmétiques ou cosmétiques tout court, donc appliqués sur le corps, hein, que ce soit les cheveux, le visage, les mains ou le reste du corps. Et donc, c'est pas, ou même les ongles, hein, ça, on en a déjà eu l'occasion d'en parler, hein, avec des choses très toxiques. C'est pas parce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché que c'est OK, c'est peut-être en limite, ou alors c'est peut-être pas encore découvert. Et puis surtout, on ne fait pas les effets additionnels ou multiplicateurs des éléments chimiques les uns avec les autres. Donc, quoi qu'il en soit, on essaie de réduire. L'eau du robinet, pareil, hein, elle est très chargée en xénostrogène, parce que ces hormones-là ne sont pas filtrées par les normes. On n'a pas de produits qui filtrent les hormones. Donc là, faut prendre des filtres très puissants.